Comme tu vas le voir, c'est vraiment passionnant ce que l'on va étudier maintenant, car il nous permet de comprendre beaucoup de choses, tout particulièrement notre rapport à l'environnement, notre rapport à nous-mêmes, et également ça permet de comprendre pourquoi, eh bien, parfois quand on va changer certaines choses sur notre façon d'être, notre façon de penser, eh bien les choses ne changent pas forcément. Plus encore, ces fameux, bon, on va dire le mot, les niveaux logiques de Robert Lill, cet outil qui est issu de la programmation neurolinguistique, de la PNL, va nous permettre également de comprendre aussi, en faisant le lien avec les profils de personnalité, comment justement, eh bien, les différentes couches de notre personnalité vont interagir avec ces niveaux logiques. On va voir tout cela au travers de ce podcast. On va voir plein d'autres choses encore passionnantes. Donc, interaction entre niveau logique et néagramme. Mais avant toute chose, déjà, qu'est-ce que les niveaux logiques? Que sont les niveaux logiques? Combien y en a-t-il? Comment fonctionnent-ils? Et comment ils peuvent aider dans une approche d'ailleurs de coaching, d'auto-coaching, et au-delà de ça, dans notre approche d'amélioration, de changement de soi et de relation au monde, à l'univers. C'est parti, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je m'appelle Nick Open, je suis donc auteur, formateur, spécialiste en connaissance de soi, tout particulièrement avec l'énéagramme et la spirale dynamique. Mais ce qu'il faut savoir, vraiment pour commencer un petit peu et poser le cadre, c'est que je suis également diplômé en tant qu'enseignant PNL certifié à l'International NLP Trainer Association. En d'autres termes, j'aimais bien le dire simple, avec amusement, je peux donner des diplômes formés à l'énéagramme et certifiés à l'énéagramme un petit peu partout en monde, même au fin fond de la Papouasie. Mais nous ne sommes pas en Papouasie ici, nous sommes avec toi tranquillement au chaud pour parler d'un outil vraiment génial de la PNL qui sont les niveaux logiques. Et je t'en avais promis sur un des précédents podcasts, on avait vu notamment la pyramide de Maslow, non pas la pyramide telle qu'elle était présentée par tout le monde avec ses 5 niveaux, mais la véritable pyramide avec les 8 niveaux, avec beaucoup plus de subtilité. Et ça m'a fait repenser au niveau logique. Et niveau logique est un outil que j'ai beaucoup utilisé à l'époque où j'étais enseignant PNL, où je faisais des formations. J'ai arrêté de faire des formations en PNL en 2016 pour après me consacrer quasi intégralement à l'énéagramme, puis à la spirale dynamique. Et en fait, aussi, je l'utilisais pour moi en termes de travail, de développement personnel. Donc, c'est un outil qui est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il amène une subtilité et il amène justement cette grille de lecture à voir où est-ce qu'on se place, comment est-ce qu'on se place, de quelle façon. Alors on va mettre tout le contexte sur ces fameux niveaux logiques. On va voir également pourquoi c'est pas une pyramide, même si c'est souvent présenté tel une pyramide. Parce que j'aime bien aussi pouvoir décoder un peu on va dire les lieux communs qui finalement parfois c'est bien de se poser la question, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça a été présenté comme ça, pourquoi, comment. Allez, on est parti. On va déjà s'intéresser tout d'abord à son créateur, Robert Litz. Alors, Robert Litz, ce qu'il faut savoir déjà, premier point, c'est un des grands noms de la PNL. On connaît Bandler, Grinder, qui sont les cofondateurs de la PNL. En fait, pas tout à fait. Il y en a un troisième, Puslik, qui est moins connu, Frank Puslik. On en parlera un autre jour de ce Puslik, parce que c'est intéressant. Et donc, au début, lorsque non pas 2, mais 3 personnages ont développé la PNL, on va dire, au moment de la création, c'est à peu près aux alentours de 75, eh bien, ils ont eu un groupe d'élèves qui ont travaillé avec eux, et notamment des élèves qui étaient sur des niveaux supérieurs, notamment des thèses. Et parmi ces élèves, il y avait donc un certain Robert Dilts, né en 55, qui justement a beaucoup travaillé avec eux, a continué à développer la PNL. Il est également connu pour notamment une partie fondamentale de la PNL, de la programmation neurolinguistique, parce que je dis PNL, mais oui, mais c'est pas le groupe de rap, qu'on soit clair. C'est programmation neurolinguistique. Et justement, c'est intéressant parce qu'à la base, la programmation neurolinguistique, la PNL, était on va dire, l'origine, c'était d'arriver à modéliser l'excellence humaine, c'est-à-dire modéliser les compétences, les capacités, les modes de fonctionnement de quelqu'un et pouvoir se les approprier soi pour viser une forme d'excellence. Et Dilts, justement, a contribué
énormément à la PNL, tout particulièrement sur les premières années, en développant des principes de modélisation. Il a notamment écrit des bouquins qui sont assez rares à trouver, justement, où il avait modélisé des personnages célèbres comme Nikola Tesla, par exemple, comme... j'en parlais d'ailleurs dans une vidéo de la modélisation de Tesla, la modélisation de Sherlock Holmes aussi, que tu peux retrouver d'ailleurs sur le Master Enneagram. On a également modélisation, il a fait Walt Disney, ça aussi j'en avais parlé sur une de mes formations, et bien d'autres grands noms encore. D'ailleurs, on pourra faire un podcast sur une démodélisation de 10, ça pourrait être très intéressant. Parce que donc je t'ai dit, il y a du Walt Disney, du Tesla, il y a aussi du Mozart, du Freud, je crois qu'il avait même fait Socrate, on va dire les systèmes de rhétorique. Bon bref, beaucoup de choses passionnantes. Et donc ce cher Dilts a également travaillé sur un modèle qui est vraiment celui sur lequel il est le plus connu, qui s'appelle les niveaux logiques. Alors c'est vraiment un moment clé pour la PNL, parce que ces fameux niveaux logiques, donc c'est arrivé au début des années 80, et ça a amené, on va dire, la seconde génération de la PNL. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs formes de génération. Donc voilà, on était vraiment au début sur une forme de prototype de la PNL, et après on a une structuration qui s'est faite sur la seconde, puis après troisième génération. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le point de vue historique. Mais en tout cas, ces niveaux logiques ont eu leur utilité. Et ces niveaux logiques sont également appelés niveaux neurologiques, on peut retrouver ça, logical levels, neurological levels, mais également on va les trouver sous le nom de pyramide de Maslow. Et pourquoi pyramide de Maslow? Parce que ils sont représentés sous forme d'une pyramide. Et aussi, dernière appellation que tu peux trouver, pour la petite parenthèse, les niveaux de changement également. Alors cette pyramide de Dilts, elle se compose de quoi? Je sais plus, je crois que j'ai dit pyramide de Maslow tout à l'heure. Si tel est le cas, on va rectifier avec pyramide de Dilts. Donc en fait, il s'agit d'une pyramide, si tu la regardes, qui est faite de plusieurs couches. Plus précisément, on a 6 couches. 6 couches qui va du plus bas, de l'environnement, jusqu'au plus haut, le spirituel ou transpersonnel. Et en fait, si tu veux vraiment, pour vraiment bien comprendre ce modèle-là, il faut le voir comme si on va prendre une situation, un contexte donné, un sujet sur lequel tu te poses des questions, un sujet concret de ta vie de tous les jours, et voir selon cette pyramide-là ce qui se passe à chacun des niveaux. Donc en d'autres termes, c'est une analyse de situation, une analyse de comportement d'individu, une analyse de ce qu'on pourrait appeler un état d'être. Bref, peu importe le cas. Et c'est super intéressant parce que si tu l'apprends d'un point de vue d'un coaching, eh bien, ou même d'une thérapie d'ailleurs, ce modèle va te permettre de savoir ce qui se passe. Alors, on va vraiment arriver sur chacun des niveaux. Déjà, je vais te lister les niveaux de la base de la pyramide jusqu'au niveau le plus aimé, le summum ou le pyramidium. Alors, le niveau le plus bas, c'est l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire le contexte dans lequel le sujet il va évoluer. On va prendre un cas concret, ce sera beaucoup plus simple. On va prendre une personne qui travaille dans une entreprise et qui a des difficultés avec son supérieur hiérarchique. Donc on commence par l'environnement. Quel est l'environnement? Eh bien, l'environnement, c'est cette société-là. L'environnement, ça peut être peut-être, ils sont dans le même étage, le bureau dans lequel est la personne en question et où est son supérieur hiérarchique. En gros, c'est où est-ce que ça se passe. Et également, l'environnement, c'est aussi une temporalité. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, mais à quel moment de la temporalité? Et donc, on pourrait dire, c'est maintenant. Alors là, ça peut être intéressant dans l'environnement. Est-ce qu'il y a 15 jours, un mois, un an en arrière, il y avait des conflits? Bon, on pourrait dire par exemple que non. Donc on voit que l'environnement a un impact sur la situation. Maintenant, si on prend le même environnement et qu'on dit que dans cet environnement-là, eh bien, le supérieur hiérarchique est quelqu'un d'autre, peut-être que ça va se passer différemment. Ou c'est un moment différent, ça va se passer différemment. Donc l'environnement permet de savoir ce qui se passe,
quelles sont les personnes qui interagissent à quel moment. Et ensuite, on va aller au niveau au-dessus. Le niveau au-dessus, c'est le comportement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Donc, c'est les actions. Et là, vraiment, on va, à partir de l'environnement, c'est l'environnement du sujet. Donc, la personne qui a des problèmes avec son supérieur hiérarchique. Et à chaque fois, on va prendre ce sujet-là. Maintenant, on va prendre le comportement du sujet. Qu'est-ce qui se passe sur le sujet? Le sujet, à chaque fois qu'il a son supérieur hiérarchique qui arrive, qui est très autoritaire, qui est très agressif, son supérieur, comme son supérieur lui parle de façon agressive, le sujet a tendance à lui répondre sur la défensive et en répondant lui-même de façon sèche et agressive. Donc on voit que le comportement que l'on a va avoir un impact sur l'interaction. C'est-à-dire que certes, l'environnement, le supérieur hiérarchique est agressif, mais si moi-même, en tant que sujet, je suis agressif en répondant, ça ne va pas arranger les choses. Donc on voit que là, il y a le comportement. Peut-être que si on modifie quelque chose au niveau du comportement, ça peut changer la relation. Mais peut-être que la personne, le sujet a déjà essayé et ça ne marche pas. Et donc là, on va monter au-dessus de ce niveau-là, du comportement, on va aller aux capacités. Le capacité, c'est là où il se trouvent les compétences de la personne. Les compétences qui sont présentes et le potentiel. Donc capacité et tout le potentiel qui est vraiment à l'intérieur de la personne. Et là, on pourrait se poser la question, ok, quelles sont les ressources, voilà, c'est le mot que je cherchais, quelles sont les ressources de la personne? On pourrait dire, là, à ce moment-là donné, il est pris émotionnellement, donc il a tendance à répondre comme il a toujours répondu de façon émotionnelle quand quelqu'un lui parle de façon sèche, tout particulièrement lorsque c'est une autorité. Ok, est-ce qu'il n'y a pas d'autres capacités que l'on puisse mettre en place ou qui sont présentes de façon latente dans la personne, dans le sujet? Oui, non. Et là, on peut faire une modification dessus. Donc je récapitule. On est à la base. L'environnement. L'environnement, je vais te donner les questions claires après. Où est-ce que ça se trouve? Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est vraiment l'environnement du sujet. Ensuite, le comportement. Quel est le comportement du sujet dans cette situation? Ensuite, les capacités. Quelles sont les capacités ou ressources, capacités ressources du sujet dans toujours ce contexte-là. Et ensuite, on va monter à un niveau plus haut, qui est les croyances. Les croyances, c'est le pourquoi. C'est là où la personne va poser des questions sur... même pas va se poser des questions, où justement des choses fondamentales vont entrer en jeu. Alors j'ai dit croyances, mais c'est croyances et valeurs. C'est-à-dire que c'est les croyances qu'a le sujet, mais également les valeurs fondamentales. Et par exemple, il peut y avoir une valeur fondamentale pour lui qui est le respect. Et lorsqu'il sent que son supérieur hiérarchique lui parle de façon agressive, sa valeur de respect, elle est écorchée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme sa valeur de respect est écorchée, en termes de capacité émotionnelle, il va être ça va amener sur une émotion plutôt d'agacement, de colère. Et dès lors, en termes de comportement, il va être agressif. Et si on descend encore plus bas en termes d'environnement, quel est l'environnement? C'est, par exemple, à mon instant T donné, c'était ce matin dans son bureau avec son supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. On a un niveau qui est de croyances et valeurs, qui va avoir un impact sur les capacités à l'instant T donné et les capacités et ressources de la personne à l'instant T donné, qui vont induire indirectement des comportements donnés chez la personne et qui vont avoir un impact sur l'environnement. Sachant que, si on remonte, l'environnement, c'était son supérieur hiérarchique qui a commencé à avoir une forme de discussion plutôt agressive. Donc l'environnement a eu un impact sur le sujet, qui a fait que ça a eu un impact sur son comportement, mais aussi au regard des capacités qu'il a à un moment et en résonance avec ses valeurs, mais aussi ses croyances. Donc, par exemple, une des croyances qui peut être cachée à l'intérieur de lui, ça peut être « Si je veux me faire entendre quand une personne est agressive vis-à-vis de moi, je dois parler plus fort que lui. » Et donc là, c'est une croyance sous-jacente, inconsciente. Donc là, on est au 4e niveau. On va y revenir, t'inquiète pas. Et après, on continue à monter dans la pyramide. Et toujours dans le même contexte, on va se poser la question de l'identité. Et l'identité, c'est l'identité du sujet. C'est-à-dire comment
il s'identifie, quelle étiquette il donne à son identité par rapport à ce sujet-là. On voit bien, et là c'est super intéressant parce qu'on est très proche de l'énéagramme, on a parlé de personnalité adaptée, et là typiquement l'identité, on va être plus personnalité adaptée, et personnalité supérieure, c'est-à-dire que on a notre sujet, quand il va être face à un contexte familial par exemple, ou amical, ne va pas forcément se comporter, même ne va pas forcément se présenter de la même façon que lorsqu'il est dans un contexte professionnel. De même, son identité professionnelle peut varier selon qu'il va être en fonction de son supérieur hiérarchique ou de son meilleur pote. Et là, donc, on voit que le sujet en question a son identité, et son identité, qui je suis, qu'est-ce que je représente, comment je me définis en tant qu'individu, eh bien, ça va avoir un impact sur ses valeurs, sur ses croyances et sur tout le reste. Et après, on peut monter encore plus haut avec ce qu'on va appeler donc le pyramidion de cette fameuse pyramide de Diels, qui n'est pas une pyramide, on va y revenir juste après, qui est le niveau le plus élevé, c'est le spirituel ou le transpersonnel. C'est-à-dire que l'identité, c'est je vais tout faire par rapport à préserver ma propre identité, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui me dépasse. On avait vu cette notion de transpersonnel sur la pyramide de Maslow et sur différents niveaux de la spirale dynamique, tout particulièrement le turquoise. Et là, ici, le spirituel, c'est la cause. C'est à quoi j'appartiens, mais pas de façon, on va dire, culturelle. À quoi j'appartiens de plus grand que moi et qu'est-ce que je sers de plus grand que moi. C'est pour ça qu'on parle également de transpersonnel. Et donc, par exemple, quand cette personne est face à son supérieur hiérarchique, que son supérieur lui parle de façon agressive, eh bien, il a l'impression de se retrouver comme un petit garçon en termes d'identité aussi face à une autorité, donc il doit être rebelle, un petit garçon, un petit enfant rebelle, ça te fera peut-être penser si tu connais l'analyse transactionnelle. Donc, petit garçon, enfant rebelle, petite fille, enfant rebelle, face à l'autorité, mais aussi, il y a aussi une sensation que, finalement, ce pourquoi il se bat, ce pourquoi il met à cœur son ouvrage, eh bien, n'est pas reconnu en tant que tel. Donc là aussi, ça peut être du transpersonnel, comme ça peut être aussi sur des niveaux plus bas, mais ça va avoir un impact. Donc il y a vraiment la notion de contribution, d'aide, de contribution, qui est dans le niveau pyramidien, on va dire, le niveau spirituel ou transpersonnel. Donc voilà, je t'ai expliqué un petit peu par l'exemple la pyramide de Diels, les niveaux logiques, on va les appeler niveaux logiques parce que je trouve que le nom est beaucoup plus adapté. Donc je t'ai expliqué les niveaux logiques et je vais te les reciter. Donc on part de la base de la pyramide jusqu'en haut. Donc on a d'abord l'environnement, ensuite le comportement, ensuite capacité, ressources, ensuite croyance, valeur, ensuite identité et enfin spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque niveau, on va avoir des questions clés, qui sont des questions qu'on peut trouver en coaching. Donc tu as une personne, tu veux l'aider, que tu sois coach professionnel ou que tu veux simplement aider ta meilleure ou ton meilleur pote. Alors, si on prend le niveau le plus bas, environnement, c'est où et c'est quand. Donc voilà, le contexte. C'est quoi le contexte? Ensuite, en termes de comportement, le quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Donc le quoi. Ensuite, mais le quoi dans le qu'est-ce qui se passe. Ensuite, capacité et ressources, le comment. C'est-à-dire là, c'est la subtilité, le comportement, c'est qu'est-ce que tu fais, quoi. Le comment, c'est comment tu t'y prends, de quelle façon, quelles sont les ressources que tu mets en place. Et là, on pourrait même aller plus loin. Est-ce que tu n'as pas d'autres ressources qui peuvent être présentes à un instant T donné? Et aussi, qu'est-ce que tu te crois capable de faire ou pas? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de limitation. On va voir justement à chaque fois à quel niveau, quelles sont les limitations. Ensuite, donc, niveau dessus, croyance. Pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu vois ça? Qu'est-ce qui te fait croire à ceci, cela? Donc, valeur, croyance. Ou même, on pourrait te poser la question, tu pourrais poser la question. Pourquoi c'est si important pour toi?
Et généralement, quand tu poses cette question, pourquoi c'est si important pour toi? Et la personne va te répondre, mais parce que je dois me faire respecter. Ou parce que j'ai besoin j'ai besoin d'être libre dans un autre contexte. Et bien là, tu vois, tu as le mot respect, tu as le mot liberté. Et donc là, on arrive à identifier la valeur clé qui se joue. Ensuite, on a l'identité. L'identité, donc, la question c'est qui, mais qui dans un sens, moi, comment je définis, qui suis-je dans ce contexte-là, comment est-ce que je me représente. Et enfin, sur le spirituel transpersonnel, c'est la question de qui d'autre, quoi d'autre, ou qu'est-ce qui me dépasse, qu'est-ce qui est plus grand que moi pour laquelle je fais ce que je fais. Une autre question, c'est pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Et donc là, on est vraiment sur la question également de sens. Tu sais, j'ai écrit un bouquin sur trouver votre mission de vie et sur ce livre-là, justement, j'en parle de ces grandes questions clés qui sont des questions de sens. Et parfois, il y a certaines personnes qui perdent la motivation au travail alors qu'ils ont la reconnaissance sociale, qu'ils ont la partie financière qui est OK, qu'ils ont un cadre de vie qui est nickel, et pourtant, ils ne se sentent pas bien. Et bien justement, parfois, ou même bien souvent, ce qui va arriver, c'est à quoi ça sert, à quoi bon, quel intérêt. Donc là, on est vraiment sur le spirituel, sur le transpersonnel, sur la contribution. Donc voilà, là on a nos niveaux. Et alors, ce qui est intéressant ici, on l'a un peu touché du doigt, et c'est vraiment un des points clés sur la pyramide de Diels, qui se fait appeler la pyramide un peu pour ça, c'est qu'en fait, on modifie un endroit, on modifie un élément de la pyramide, et ça va changer totalement la dynamique. Par exemple, sur l'environnement, eh bien, au niveau de l'environnement, eh bien, hop, allez, c'est fini. Ton boss, eh bien, il a décidé de changer de boîte. Bah, du coup, ton nouveau boss, ça va être Josiane. Bah, sauf que Josiane, tu t'entends super bien avec Josiane. Donc, du coup, l'environnement a changé. En d'autres termes, les personnes avec qui tu interagis. Et bien, du coup, ta relation va changer. Et donc, forcément, ton comportement face à Josiane, on va remonter les niveaux. Donc, environnement, ton boss, il s'est barré. Et maintenant, tu as Josiane. Donc, en comportement, tu vas te comporter de façon différente. En termes de capacité ressources, tu vas déployer des capacités et des ressources différentes face à elle. En termes de croyances, ta relation autorité va changer. En termes d'identité, eh bien, comme ta relation est différente, ton identité, tu ne te places pas pareil par rapport à elle. Et comme il n'y a pas de conflit, d'un point de vue de ta contribution, eh bien, tu vas agir de façon différente. Ou pas. Et c'est là où c'est intéressant. Ou pas. Et si tu as le pas, c'est-à-dire que l'environnement a changé, mais que le reste ne fonctionne pas, ça veut dire que ça ne se joue pas au niveau de l'environnement, ou du moins que c'est pas suffisant. Tu sais, il y a parfois certaines personnes qui, tu l'as peut-être vécu aussi, qui sont pas bien, qui ont des relations de couple chaotiques, et qui se séparent d'une personne, disent bon ben voilà, c'est bon, je me suis séparé de cette personne qui est un peu toxique pour moi, et je vais trouver une personne bien maintenant. Sauf qu'elle trouve une autre personne, et la personne est différente, tout est différent, sauf que les mêmes problèmes arrivent. Ou une personne qui dit je suis pas bien dans mon pays, je vais changer de pays, et finalement les mêmes choses se reproduisent dans un autre pays. Mais en fait, c'est que c'est pas l'environnement que ça se joue. C'est pas l'environnement. Ça peut se jouer au niveau du comportement, au-dessus, mais peut-être au niveau des capacités. Peut-être qu'il faut créer de nouvelles capacités ou aller chercher de nouvelles ressources pour interagir. Peut-être qu'il manque des capacités ou des ressources, ou du moins que ce sont les mauvaises qui sont appliquées. Ou peut-être que c'est une question de croyance, ou d'identité, ou la partie spirituelle contribution. Et donc on a tendance à dire que lorsque on va faire une modification à niveau, ça va avoir un impact sur les autres niveaux et tout particulièrement ça va redescendre ou remonter au niveau qui est juste au-dessus ou juste au-dessous. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Par exemple, le niveau le plus abstrait, le niveau le plus haut, spirituel, eh bien, si on modifie celui-ci, ça va radicalement impacter sur toute la pyramide. Ok. Mais ce qui, en fait, et même Diels lui-même en parlait de ça, c'est que il disait que la pyramide, en fait, de Diels, on la voyait et elle est présentée sous forme de pyramide, mais en fait, il disait lui-même que
Ce qui se passe, c'est que parfois, en fait, si tu peux avoir une modification sur un niveau, par exemple les croyances, et ça peut avoir un impact directement sur l'environnement. Ou un environnement peut, vice-versa, avoir directement un impact sur les croyances, sans forcément que on parle de la notion de capacité ou de comportement. Ou un environnement, on connaît ça, hein, l'environnement. Tu changes de lieu, tu changes de contexte, tu changes d'époque, eh ben, ton identité, ta définition de toi, elle est radicalement différente. Donc on voit que l'environnement, le changement d'environnement amène une identité différente. Donc on peut voir que le niveau qui est celui tout en bas, environnement, va avoir un impact sur le niveau qui est quasiment, qui est l'avant-dernier, le quasiment plus haut. C'est pour ça que moi, quand je faisais les formations en PNL, j'aimais représenter les niveaux logiques sous forme de bulles. Je faisais 6 bulles, je faisais du plus haut au plus bas, donc je respectais un petit peu, je respectais l'ordre de la pyramide, donc spirituel, transpersonnel, identité, croyance, valeur, capacité, ressources, comportement, environnement, blablabla. Et ensuite, eh bien, donc je faisais ça, et en fait, en disant, ben voilà, on aurait très bien pu inverser les bulles. Bon, c'est sûr que d'un point de vue logique, ça, puisqu'on parle de niveau logique justement, ça aide un petit peu moins. Donc la hiérarchie est quand même intéressante. Mais tout ça pour dire qu'une bulle qui peut être la bulle environnement va avoir un impact sur la bulle identité, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou une bulle croyance peut avoir un impact sur la bulle comportement. Et ainsi de suite. Alors, parmi les points intéressants que l'on peut voir sur justement les niveaux logiques de Diels, c'est cette fameuse hiérarchie, donc du bas en haut. Hein. Ce que l'on peut constater, c'est que plus on va descendre et plus on sera dans le concret, le spécifique. Plus on va monter, plus on sera dans l'abstrait et le général. Donc, concret et spécifique, pourquoi? Eh bien, on le voit, hein. On a l'environnement. L'environnement, il est très clair. C'est où, c'est qui, c'est quoi. Donc, on peut nommer des personnes, on peut nommer des lieux, on peut nommer une date, on peut même donner une heure et des minutes et des secondes. Donc, on est dans le concret à l'extrême. Et en même temps, concret, matériel, tangible, et également spécifique. Donc, on l'a vu avec la précision. On va par exemple, donc l'environnement, donc on a dit c'est l'environnement de boulot, ça peut être l'environnement par exemple familial, peu importe. Donc tu as un environnement donné, ça peut être une activité sportive. Et quand tu vas être dans une activité sportive, que tu vas être dans tel moment de cette activité sportive, prenons un exemple concret, tu pratiques les arts martiaux, disons le kung-fu. Et en fait, ton environnement, ça va être le lieu où tu vas t'entraîner et peut-être le vendredi soir à telle heure avec tel prof et face à tel le mannequin de bois. Donc tu sais, c'est un petit truc en bois parce que tu as déjà vu les films de Bruce Lee et donc une espèce de bout de bois sur lequel tu vas t'entraîner à faire des mouvements. Donc là, on est sur l'environnement, c'est concret. Et on a le comportement juste dessus. Le comportement, c'est peut-être que le contexte, c'est à chaque fois que tu fais tel mouvement avec la main gauche, eh bien, tu n'arrives pas parce que ceci, cela. Donc on voit le comportement, c'est ce mouvement avec la main gauche. Donc ça, c'est un comportement en termes de gestuel. Mais si on reprend la discussion avec le boss, donc voilà, ça va être un comportement en termes d'attitude, de posture, de façon de parler. Donc on va être sur du verbal, sur du non-verbal et tout ça. Donc on est sur le comportement. Là on est encore sur du concret, du spécifique. Mais en même temps ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur tel mouvement, mais ce mouvement-là on peut l'étendre à plusieurs situations. Peut-être que c'est à chaque fois que tu vas t'entraîner que tu as ce mouvement avec la main gauche que tu n'arrives pas à faire. Peut-être que si tu essayes de la faire dans la nature, tu vas pas y arriver non plus. Ou si tu es face à quelqu'un, tu n'y arriveras pas. Donc on voit qu'on élargit un peu le spectre. La discussion houleuse avec le chef, avec le supérieur hiérarchique, eh bien, ce comportement peut se reproduire dans d'autres situations et d'autres contextes donnés différents. Donc, on ouvre. Et après, les capacités, compétences, et ainsi de suite. Et donc, on va montrer à l'abstrait le général. Donc, abstrait, on le comprend. Quand on va parler de valeurs et de croyances, ça reste abstrait, c'est très ancré dans l'inconscient de la personne. Donc là, on est très abstrait. L'identité, ça aussi, parlons-en, l'identité de la personne. L'identité, qui finalement, on pourrait dire que c'est une croyance, mais je dirais
Pourquoi c'est un niveau qui est séparé? Parce que c'est une croyance qui est supérieure, qui est fondamentale et qui est le pilier d'autres croyances. Donc la croyance, c'est quelle est mon identité? Comment est-ce que je me définis? Donc là, en même temps, c'est abstrait, c'est difficile. On va se définir avec des mots, mais on peut y passer des heures et des heures pour arriver à trouver une définition de soi. Et même en ayant trouvé cette définition de soi, on le voit d'ailleurs dans le domaine du marketing ou de l'entrepreneuriat, d'arriver à se définir soi, ce que l'on fait, qui l'on est, eh bien, ça peut prendre même des années à remodifier, à arranger. Pourquoi? Parce que l'identité aussi, elle est mobile, elle bouge. On va y revenir avec l'énéagramme juste après. Et ensuite, l'abstrait général, le maximum, le top du top, qui généralement d'ailleurs sur la pyramide, ils le font comme sur une espèce de réouverture vers un monde encore plus grand, eh bien c'est la partie spirituelle, la partie qui est liée au sens et au transpersonnel. Donc là, on est vraiment sur, par exemple, trouver votre mission de vie, pour reprendre le titre de mon dernier livre, trouver votre mission de vie, eh bien, c'est, voilà, ça dépasse n'importe quel environnement, ça dépasse n'importe quel comportement, et ça dépasse ma propre identité et mes différentes définitions de mon identité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est vraiment là-dessus. Et ça, c'est intéressant. Alors, on pourrait faire aussi s'intéresser à la pyramide de Maslow et la spirale dynamique. Alors pour la pyramide de Maslow à 8 niveaux, je t'invite à redescendre sur réécouter si tu l'as, ou écouter ou réécouter si tu n'as pas écouté l'épisode de podcast que j'avais fait sur ce sujet. Donc pyramide de Maslow. Concernant la spirale dynamique, si tu veux en savoir plus, j'ai créé une formation sur la spirale dynamique, mais au-delà de ça, tu peux déjà avoir une série de vidéos qui vont te permettre de t'expliquer ce qu'est la spirale dynamique, comment ça fonctionne, et pour aller même plus loin, on va beaucoup plus en profondeur. Donc tu as le lien qui est juste en dessous, comme pour l'énéagramme d'ailleurs. Alors tu retrouveras aussi, tiens, je vais te mettre mon dernier livre, comme ça tu pourras voir si jamais ça t'intéresse dessous. Alors la grande différence entre la, entre guillemets, pyramide de Diels et, donc niveau logique, et la pyramide de Maslow / spirale dynamique. Pyramide de Maslow, on parle de répondre à des besoins, à différents besoins, pour justement, à chaque fois qu'une jauge est remplie, ou remplie suffisamment, pas remplie à 100%, remplie suffisamment, on va aller chercher la jauge qui est juste au-dessus. Spirale dynamique, on parle de niveau d'évolution de la société, de notre culture, mais aussi de nos propres niveaux d'évolution et niveau de conscience. À chaque fois qu'on est arrivé à la limite d'un niveau, on va passer au niveau de conscience supérieur, en avançant progressivement. Alors, déjà la grosse différence, c'est que les niveaux logiques, c'est une grille de lecture, bon les autres aussi, qui permet de voir de façon, on va dire, globale et spécifique, générale, abstraite et concrète, du point le plus ouvert, c'est-à-dire spiritualité, sens, identité, jusqu'au point le plus bas, c'est-à-dire environnement, et juste au-dessus comportement, ce qui se passe dans une situation donnée. Mais on pourrait se poser la question également de, justement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une interaction qu'on peut faire? Alors, ce qui est intéressant, si on prend la pyramide de Maslow, déjà, on va commencer par Maslow, c'est qu'on a les besoins physiologiques. Après, on a les besoins de sécurité et le besoin d'appartenance. Donc, on va prendre besoins physiologiques et besoins de sécurité. On se rend compte que on va être beaucoup dans les comportements que l'on va faire pour répondre à ces besoins physiologiques et ces besoins de sécurité, et que on va être beaucoup dans les compétences, ressources à développer pour répondre à cela. Mais en même temps, bon, bien évidemment, il y a des valeurs qui vont se former au regard de cette interaction. Mais comme ça va être quand même des niveaux qui vont être assez bas, qui vont être des niveaux beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus d'action-réaction, qu'on va pas être beaucoup dans besoin identitaire, eh bien on va rester là-dessus. Si on prend la spirale dynamique, c'est un peu la même chose sur les premiers niveaux, c'est-à-dire le niveau qui est lié à la survie justement et à la sécurité. D'ailleurs c'est marrant, ils sont très liés. C'est le niveau beige et le niveau violet. On reste sur quelque chose d'assez, on va dire, plutôt basique. Et ensuite, eh bien, si on prend
la spirale, on va avoir le niveau rouge, avec le besoin de pouvoir, de volonté, de conquérir le monde. Donc là, c'est les croyances qui vont s'ouvrir dans le sens où je suis capable, je peux avoir droit à plus que ce que j'ai. J'ai envie de me remplir plus, donc je vais aussi découvrir que j'ai plus de ressources, capacités, ressources. Donc j'ouvre le niveau logique des capacités, ressources. Et je vais élargir tout mon champ, on va dire, d'action. Donc on voit qu'on va remonter sur un niveau logique vraiment à fond sur les 4 premiers niveaux. Et c'est vraiment le niveau de croyance qui va se débloquer fortement. Donc ça, il est possible de faire plus que ce que je croyais. Donc ça, c'est le niveau rouge. Le niveau bleu, ça va être l'ordre, la vérité. Donc là, on va voir que la notion de valeur va se renforcer fortement. Donc, dans le niveau bleu de la spirale, les valeurs, les croyances vont être très fortes. Et après, bien évidemment, ça va avoir un impact sur les niveaux en dessous, je ne vais pas le redire à chaque fois. Et ensuite, on va avoir, si on regarde la spirale dynamique, les niveaux orange, qui est la valorisation de soi au travers de la réussite, au travers du succès, de la modernité. Alors là, la notion de capacité de comportement va avoir un impact. Le niveau, donc on va y être, mais on va être beaucoup aussi dans l'identité. J'ai envie que mon identité soit reconnue par les autres. Pas qu'elle n'existait pas avant, puisque d'ailleurs l'éveil d'identité va venir au niveau rouge de la spirale dynamique. Mais là, ici, sur le niveau orange, ça va vraiment être un focus fondamental. Et c'est pas mon identité, comment je me définis, c'est comment je suis perçu par le reste du monde. Donc c'est mon identité au regard de l'extérieur. Et ensuite, on va avoir le côté vert, sur lequel la partie, même si la partie spirituelle transcendantale était présente, d'ailleurs, on pouvait la trouver des brimes, on va dire, sur le niveau le niveau violet. On va le voir beaucoup, le dernier niveau des niveaux logiques, donc spirituel transcendant, va être très présent sur le niveau bleu et il va réapparaître d'une certaine façon à partir du niveau vert. Et après, on monte sur le niveau dessus qui sont le jaune et le turquoise, où là, on va vraiment être beaucoup plus... le jaune, on va être à fond sur la question d'identité, très fortement, mais en sens identité et contribution. Comment je contribue au mieux au monde, comment je mets au mieux en œuvre mon être pour interagir avec ce monde. Et enfin, le turquoise, c'est la relation avec le spirituel extrêmement fort, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Si jamais tu ne connais pas tout ça, je t'invite à regarder le lien dans la description. Alors là, on a fait spirale dynamique. J'espère que je t'ai pas perdu. J'en ai peut-être perdu certains qui sont pas, ils sont pas assez fins là-dessus, mais rassure-toi, on va aller sur Maslow. Maslow, donc on avait vu les besoins physiologiques de sécurité. Ensuite, on a les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi. Et bien là, typiquement, on va être sur l'identité très fortement. Bien évidemment, les niveaux en dessous vont avoir un impact. Le besoin cognitif, donc le besoin cognitif, ça peut aller plus dans l'ordre des capacités, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir nourrir là, même s'il y a tout qui est là. Besoin esthétique, on pourrait faire le lien, ça va te paraître étonnant, mais avec le niveau le plus haut des niveaux logiques, c'est-à-dire la spiritualité, la transcendance, puisque l'esthétique, c'est une espèce d'harmonie, d'équilibre, de beauté par rapport au monde extérieur. Et après, on a les 2 derniers niveaux dont on fera des podcasts. D'ailleurs, petit teasing à l'avant, on fera un podcast sur chacun d'entre eux. Le self-actualization, le besoin donc j'aime bien le dire en anglais, mais c'est le besoin d'accomplissement de soi, et le self-transcendence need, donc le besoin de transcendance, besoin de transcendance de soi. Alors sur le dernier, ça parle, hein. On a dit le dernier niveau logique, c'est spiritualité, transcendance. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, on a ces différents modèles, et sur ces différents modèles, on peut voir qu'il y a des ponts et que chacun peut servir à nourrir l'un et l'autre. Et en même temps, pour aller faire des choses beaucoup plus simples, si tu restes qu'avec les niveaux logiques, tu as déjà quelque chose qui va pouvoir t'aider à interagir, et puis aussi avec les grandes questions que je t'ai données précédemment, voir où est-ce qu'on se place et voir ce qu'il y a à modifier, voir ce qui a changé ou pas.
Et enfin, donc je te l'avais promis, c'est la psychologie de la personnalité avec l'énéagramme. Donc voilà, l'énéagramme, encore une fois, je l'ai dit, voilà, normalement, il y a une masterclass qui est disponible qui t'explique les 9 types énéagrammes, si elle est encore disponible, parce que je ne l'avais pas tout le temps. Donc, sur l'énéagramme, comment est-ce que ça va se loger avec les niveaux logiques de Robert Dills? Eh bien, c'est intéressant parce que la construction de l'identité, on va pouvoir la retrouver au travers des niveaux logiques. On prend le point de base. On a un bébé, un nourrisson, qui grandit, qui devient petit enfant, qui interagit avec l'environnement. Donc, il y a son environnement. Son environnement va avoir un impact sur la psyché. Ça, on le sait. On parle d'énéagramme ou pas. Cependant, on sait aussi que c'est pas que l'environnement qui va conditionner la psychologie d'une personne. En d'autres termes, ces deux enfants peuvent avoir la même enfance, peut-être une enfance un peu traumatisante. C'est pas parce que les deux vont avoir une enfance traumatisante qu'on va avoir un qui va devenir un délinquant, que l'autre va forcément devenir un délinquant. Au contraire, l'autre peut très bien devenir quelqu'un de très respectable et dépasser cela. Donc on voit qu'il y a autre chose. Et si on prend l'énéagramme environnement, on va se comporter, donc comportement, niveau du comportement, face à cet environnement. On va interagir en permanence avec cet environnement. Et en fonction de notre comportement, on va avoir des retours de notre environnement qui vont nous amener des croyances. Alors là, tu me dis, bon, on a sauté les capacités, on va y revenir. Qui va me donner des croyances fondamentales sur le monde, la vie. Si je prends l'énéagramme, le monde est intrusif, il faut s'en protéger. Là, on est sur le type 5 énéagramme. Pourquoi? Parce que l'enfant a développé un comportement face à un environnement, donc comportement névrologique quasiment le plus bas face à l'environnement, et l'environnement était tellement intrusif qu'il a développé cette croyance-là. Mais en même temps, il a développé des ressources, des capacités, des ressources. Ou il n'a pas développé des capacités, des ressources qui lui permettent de se protéger de son environnement. Alors il n'a pas développé, ou il n'a pas pu, ou il n'a pas su, ou il n'avait pas la possibilité de développer ses capacités. Dès lors, ça va renforcer ce système de croyance. Le monde est intrusif, il faut s'en protéger. Ou on va apprendre celui du type 2 qui est très intéressant. Celui 5 est intéressant, mais le 2 va être plus intéressant pour ce dont je vais parler après. Le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Est-ce que je suis digne d'amour? Donc croyance, le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Est-ce que je suis digne d'amour? Est-ce que je suis aimable? Agréable, aimable, est-ce que je peux être aimé? Et là, on en vient à l'identité. Qui suis-je? Comment est-ce que je me définis? Comment est-ce que je me définis par rapport au monde? Et donc, c'est là où on arrive à la fameuse personnalité, qui est une personnalité ouverte du nourrisson, qui progressivement va se cristalliser par l'interaction avec l'environnement, par le développement ou non de capacités, de ressources, par la mise en place de comportements ou non, par le renforcement de certaines croyances, par l'oubli ou la négation ou l'impossibilité de voir d'autres perceptions du monde et de la réalité, ça va former une identité. Et donc là, on est sur la personnalité adaptée. Et le but de l'énéagramme, on est dans notre famille personnalité, déjà c'est trouver la sienne, et ensuite de pouvoir évoluer, grandir et dépasser, ne plus être en mode automatique. Je suis lié par ma personnalité adaptée, mais je vais essayer de tendre vers ma personnalité supérieure. Et plus on va tendre vers sa personnalité supérieure, qui est ouverte, qui dépasse notre type énéagramme, qui transcende notre type énéagramme, j'ai dit le mot-clé, que l'on va pouvoir avoir une perception du monde et de la vie différente. Et c'est là où on va toucher du doigt, de façon consciente et lucide, le niveau le plus haut, le fameux que j'appelais pyramidion tout à l'heure, des niveaux logiques, le niveau spirituel ou de transcendance, qui, une fois que je m'accomplis,
dans ma spiritualité, une fois que je m'accomplis dans mon sens de contribuer à ce monde, à la vie, à l'univers, à mon entourage, eh bien, ça joue sur mon identité, ça joue sur mes valeurs croyances, ça joue sur mes capacités ça élargit mon identité, ça élargit mes valeurs et mes croyances, ça élargit mes capacités, mes comportements et mon environnement. Maintenant, la question, c'est comment faire? Alors, ça, c'est tout un chemin, c'est tout un travail. Ça se fait pas en 5 minutes sur une vidéo YouTube ou sur une petite technique à la con. Non, c'est un vrai travail de fond. Et ça, on en parle plus, notamment sur le technicien et pour ceux qui continuent le master Enneagramme. Mais pour aller plus loin sur Enneagramme, tu as le lien déjà vers la masterclass si elle est disponible juste en dessous. Et puis aussi et surtout, on va en reparler de ça, comme je te l'ai dit, l'accomplissement de soi, donc qui est très lié au niveau jaune de la spirale dynamique et à ce niveau de la pyramide de Maslow, et le niveau de la transcendance que l'on peut voir sur le turquoise de la spirale dynamique, que l'on peut voir également sur le bleu, et que l'on voit aussi sur le vert d'ailleurs aussi, et que l'on voit sur les niveaux logiques sur le niveau le plus élevé. Mais tout ça, ce sera d'autres sujets dont nous aurons l'occasion de parler. Nous avons déjà passé pas mal de temps. Si tu as aimé ce que j'ai fait, eh bien, donc tu as des ressources juste en dessous pour aller plus loin. Mais moi, je te l'ai déjà dit sur l'épisode, je te le redis une dernière fois, au cas où tu ne sois pas passé à l'action, comme diraient nos chers type 3 Enneagramme. Et enfin, si tu as aimé ce podcast, et là, c'est ma demande de faire appel à la vibration de ton côté 2 pour pouvoir m'aider à encore plus contribuer. D'ailleurs, on est même au-delà de ça. Eh bien, je t'invite à pourquoi pas partager ce podcast. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui seraient intéressées, tout particulièrement des professionnels ou des coachs et formateurs, ou même des personnes qui sont comme toi passionnées par tous ces sujets-là, sans forcément être coach, formateur, thérapeute, peu importe. Mais aussi me mettre une note ou un commentaire, ça aide toujours énormément à la visibilité de mon travail. Je t'en remercie par avance et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!